Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Nouvelle vidéo CEJM, la protection des actifs immatériels. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on entend par des actifs immatériels? Eh bien, un actif, c'est le bien d'une entreprise. Ordinateur, machine, voiture, etc. Donc voilà ce que sont des actifs immatériels. Eh bien, ça n'est pas du matériel, justement. C'est autre chose, comme des productions de l'esprit. Donc on va commencer par essayer de comprendre ce qu'on entend par le droit d'auteur. Donc selon l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, qu'on appelle par l'acronyme CPI, eh bien, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a créée, d'un droit de propriété incorporel exclusif, donc incorporel car évidemment c'est une production de l'esprit, donc ça n'est pas matériel, exclusif donc et opposable à tous. Il est donc le propriétaire de plein droit de son œuvre. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, c'est-à-dire que ça lui appartient. Alors, on a différents droits sur ces droits d'auteur. Donc, les droits patrimoniaux permettent à l'auteur de percevoir donc une rémunération en accordant l'utilisation de son œuvre et sa diffusion à un tiers. C'est le cas pour un auteur, par exemple, de livres. Il va donc accorder à un éditeur donc, le droit d'utiliser son œuvre et de la diffuser via soit un livre, soit un e-book, un livre numérique, en échange évidemment d'une rémunération portant en principe sur un pourcentage sur les ventes de son livre. Les droits moraux protègent la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne pourra pas faire n'importe quoi, par exemple, au personnage qu'un auteur a créé. Je ne sais pas, moi, on peut prendre par exemple, alors une société qui est très à cheval là-dessus, c'est la société Walt Disney. Eh bien, vous ne pouvez pas utiliser Mickey pour lui faire autre chose que ce pourquoi les studios Disney ont décidé de le créer. Donc, il n'est pas possible d'utiliser Mickey sans avoir l'autorisation expresse de la société Walt Disney. La propriété est dite incorporelle, l'achat d'un support ne permet donc pas d'acquérir les droits d'auteur de l'œuvre. En effet, quand vous achetez un livre, vous n'avez pas acquis les droits d'auteur. Et par conséquent, il est absolument impossible, légalement bien évidemment, de mettre à disposition des autres ce livre, puisque vous n'en possédez pas les droits. Vous ne possédez que le support, mais en aucun cas les droits. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, le photocopier et le mettre à disposition des tiers sur Internet. Alors, la durée du droit d'auteur, toujours selon l'article L123-1 du Code de la propriété, eh bien l'auteur jouit sa vie durant, donc il n'y a pas de limitation tant que l'auteur est en vie, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit. Et évidemment d'en tirer un profit, donc une ressource pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit va persister au bénéfice de ses ayants droit, c'est-à-dire de ses héritiers, pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent. Donc c'est quand même assez long. Au-delà, eh bien, il tombe dans ce qu'on appelle le domaine public, c'est-à-dire qu'il peut être exploité par un tiers. Attention, sous réserve toujours de respecter les droits moraux de l'auteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'œuvre en question. Eh bien, tout simplement, pour respecter le droit moral de l'auteur. Alors, la protection des noms de domaine. Alors, un nom de domaine, c'est un moyen technique d'atteindre des pages internet d'un site. Alors, ce n'est pas une marque, ni une propriété industrielle ou commerciale, comme peut l'être évidemment la marque commerciale, comme Nike, Adidas, etc. Je ne vais pas trop en citer parce que bon. Alors, normalement, pour aller sur un site internet, il faudrait taper ce qu'on appelle une adresse IP.
c'est-à-dire une suite de nombres, par exemple 88.46.150.202. Voilà un exemple d'adresse IP. Alors vous voyez que ce n'est pas très pratique. Il faudrait retenir un nombre insensé de suites comme ça, d'octets. C'est vraiment impossible. Donc pour pallier ce problème, on a créé le nom de domaine, c'est-à-dire le www.groupigf.com par exemple. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus facile de retenir ce nom de domaine pour pouvoir y accéder. Alors, pour obtenir le droit d'utiliser un nom de domaine, le principe est simple, c'est le premier arrivé et le premier servi. Donc il suffit d'aller sur un site proposant l'achat de nom de domaine pour se voir proposer une recherche. On tape le nom que l'on souhaite utiliser et on regarde s'il est libre ou pas. Il est possible de réserver plusieurs versions de nom de domaine, simplement parce qu'il y a plusieurs extensions de nom de domaine. La plus connue est la .com, mais on a également celle qui concerne le pays, comme la .fr pour la France, la .it pour l'Italie, la .us pour les États-Unis, etc. La .net, la .biz, et ces extensions de nom de domaine sont encore plus vastes aujourd'hui, puisque les sociétés qui gèrent les noms de domaine ont mis en place beaucoup d'extensions, notamment commerciales. Enfin, il est possible de faire protéger le nom de domaine par l'INPI, l'Institut national de la protection industrielle, qui va vous permettre de protéger un nom de domaine comme vous le feriez d'une marque. Alors le typosquattage pratique consistant à déposer des noms de sites proches de marques réputées, en y insérant des fautes d'orthographe classiquement commises dans les recherches des internautes. Alors l'idée c'est que les internautes sur Google notamment, enfin sur les moteurs de recherche en particulier, vont, lorsqu'ils font des recherches, eh bien, produire des fautes d'orthographe. Pourquoi ? Parce qu'un clavier c'est assez réactif et donc il est facile de taper 2 fois sur une touche au lieu d'une pour par exemple écrire Nike avec 2 K ou Coca-Cola avec 2 L, Pepsi avec 2 P, etc. Et ce sont des fautes dites récurrentes qui se produisent souvent. Donc le principe du typosquattage, eh bien, c'est tout simplement de créer des sites internet avec des noms de domaine comportant ces fautes d'orthographe, donc www.nike.com avec 2 K, de façon à pouvoir attirer les auteurs de ces frappes sur des sites évidemment malveillants, afin de soutirer des informations sensibles ou tout simplement de produire des arnaques, n'ayons pas peur des mots. La réputation des sites et des marques originales est donc en jeu, parce qu'il y a là un risque de perte de clientèle, évidemment. Si on se fait arnaquer sur un site et qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on n'était pas chez Nike, mais qu'on était chez Nike, eh bien, on va avoir un peu un mauvais ressentiment sur la marque originale. L'attaque se fait soit via la faute de frappe même des utilisateurs, c'est-à-dire que puisqu'ils vont produire la faute sur le moteur de recherche, bien le moteur de recherche va les diriger vers le site qui porte le nom de domaine qu'ils ont tapé, qu'ils sont recherchés, soit via une campagne de phishing, c'est-à-dire via des mails que l'on envoie en nombre, avec des liens qui amènent donc sur ces faux sites. Alors, la protection d'un site internet. Alors, un site internet est un ensemble de composants. On a des éléments graphiques, des textes, des logos, des photos, des éléments techniques, voire des logiciels qui permettent aux visiteurs du site de trouver ce qu'ils viennent y chercher. Donc un site bénéficie de la protection du droit d'auteur en tant qu'œuvre de l'esprit, comme n'importe quelle œuvre de l'esprit. Pour bénéficier, le site doit être une œuvre originale, se démarquant des sites existants, donc il faut vraiment prouver son originalité, ce qui n'est pas chose facile. Et puis se distinguer par son graphisme, ses formes, sa présentation, de façon à se distinguer de ce qui existe actuellement sur le net. Donc l'APP, qui est l'Agence pour la protection des programmes, permet d'ajouter une protection supplémentaire à un site, tout simplement en
permettant son dépôt, c'est-à-dire comme on le ferait pour une œuvre, n'importe quelle œuvre de l'esprit, un livre, un film, un scénario, etc. Donc l'APP est un organisme européen permettant la protection des productions numériques de différentes sortes. Donc ça va des bases de données en passant par les logiciels et donc évidemment les sites web dont nous sommes en train de parler. Le parasitisme. Alors le parasitisme, c'est un acte consistant à utiliser et s'approprier la notoriété d'une autre entreprise pour prospérer dessus. Alors le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lequel un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire. Voilà un arrêt de la Cour de cassation de la Chambre commerciale qui date du 26 janvier 1999. Donc on voit que ce parasitisme consiste à utiliser tout simplement le savoir-faire d'une autre société, de se l'approprier, de copier sa façon de faire, de façon à en tirer un profit tout simplement. Alors concernant les sites internet, le parasitisme consiste à copier les pages d'un site existant afin de se les approprier. Alors un exemple que vous pouvez trouver sur le site villagejustice.com, copie identique d'un site internet. Je vous invite à aller visiter ce site dont je vous mettrai en copie le lien. Enfin dans les commentaires, en copie, non mais dans les commentaires. Protection de logiciels. La protection concerne tout type de logiciel, donc les applications, par exemple des smartphones, les bases de données, etc. Pour être protégé, un logiciel doit être une œuvre de l'esprit, toujours le même principe du droit d'auteur, une œuvre originale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la copie d'une autre, et puis une création de forme qui exclut de fait les idées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger une idée, il faut que le logiciel existe, ait été créé. Voilà pour cette partie sur la protection des actifs immatériels. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.